une collaboration entre Histoire épique et History March, soutenue par notre sponsor, Osprey Publishing. En 1809, la France, sous Napoléon Bonaparte, était la nation la plus puissante d'Europe. Mais l'invasion de l'Espagne et du Portugal par l'empereur français l'année précédente n'avait pas permis à l'empereur de remporter la victoire facile qu'il espérait. Et avec la plupart des meilleures troupes et commandants de Napoléon désormais bloqués en Espagne, un vieil ennemi s'apprête à défier la France une fois de plus. L'Autriche se préparait à la guerre avec la France depuis sa dernière défaite humiliante à Austerlitz en 1805. Avec Napoléon occupé en Espagne et la promesse britannique d'une aide financière importante ainsi que d'une attaque de soutien dans le nord de l'Europe, le moment semblait idéal pour frapper. Cette fois, les armées autrichiennes seront dirigées par l'archiduc Charles, le frère cadet de l'empereur François. À 37 ans, il avait 2 ans de moins que Napoléon, mais avait déjà 15 ans d'expérience militaire et de haut commandement. Il savait tirer les leçons des défaites passées. Il avait commencé à réformer l'armée autrichienne sur le modèle français, en copiant le système de corps de Napoléon et en introduisant de nouvelles tactiques d'infanterie. Au cours des guerres napoléoniennes, l'infanterie combattait en ordre serré, regroupée, épaule contre épaule. Mais pourquoi représenter une cible si facile pour l'ennemi ? Tout d'abord, le commandement et le contrôle. Avant la radio, les ordres devaient être relayés par des ordres criés, des tambours ou des clairons. Une tâche déjà difficile dans la fumée et le vacarme de la bataille, mais presque impossible si les troupes étaient dispersées. Deuxièmement, la puissance de feu. Les mousquets à canon lisse étaient imprécis au-delà d'environ 80 mètres. Donc les tirs de volée, en masse, étaient le meilleur moyen d'infliger des dommages physiques et psychologiques à l'ennemi. Troisièmement, le moral. Les soldats étaient beaucoup plus disposés à avancer dans le danger ou de tenir la ligne s'ils le faisaient ensemble en tant qu'unité, en s'encourageant mutuellement. Quatrièmement, la défense contre la cavalerie. L'infanterie dispersée était une cible facile pour les cavaliers. Ce n'est qu'en restant unis qu'ils pouvaient la combattre. L'unité tactique de base de l'infanterie était le bataillon. Un bataillon de ligne français comptait en théorie 840 hommes, mais en pratique, plus près de 5 à 600. Notre exemple ici compte 605 hommes, un effectif typique pour un bataillon en campagne. Les hommes étaient répartis en 6 compagnies. 4 compagnies de fusiliers et 2 autres compagnies sur les flancs. À droite, les grenadiers, composés des hommes les plus grands et les plus forts, souvent détachés pour former des unités d'élite entièrement composées de grenadiers. Et à gauche, les voltigeurs, une infanterie légère spécialisée, utilisée pour les escarmouches devant le bataillon. Les tirailleurs se déplaçaient de manière indépendante et tiraient à volonté pour harceler et déstabiliser l'ennemi, tout en empêchant les tirailleurs ennemis d'effectuer la même tâche. La plupart des armées disposaient également d'unités d'infanterie légère spécialisées pour ce rôle, comme les 95e Rifles britanniques, les chasseurs à pied français et les bataillons de chasseurs autrichiens et prussiens. La formation traditionnelle sur le champ de bataille était la ligne. Toutes les compagnies se formaient les unes à côté des autres, sur 3 rangs de profondeur. La formation en ligne maximisait le nombre d'hommes qui pouvaient tirer avec leurs mousquets sur l'ennemi, tout en limitant les pertes dues aux tirs d'artillerie. Mais elle était extrêmement vulnérable à la cavalerie, si elle pouvait être débordée. Et même pour des troupes bien entraînées, il était difficile de maintenir la ligne droite tout en avançant sur un terrain accidenté. Ainsi, pour les manœuvres et les attaques, les bataillons formaient généralement une colonne de division. Il s'agissait d'une formation plus flexible qui permettait aux bataillons d'avancer rapidement, même si elle représentait une cible plus grande pour les canons ennemis, tirant des boulets de canon solides qui pouvaient traverser plusieurs rangs, et beaucoup moins d'hommes pouvaient tirer avec leurs mousquets sur l'ennemi. Théoriquement, le bataillon devait donc se déployer en ligne avant d'atteindre l'ennemi. Mais effectuer cette lente manœuvre sous le feu n'était pas toujours possible ou judicieux.
Donc certains commandants gardaient leurs hommes en colonne, comptant sur l'élan pour briser la ligne ennemie. C'était une tactique risquée qui fonctionnait souvent contre des troupes inexpérimentées, mais qui entraînait de lourdes pertes face à une infanterie mieux entraînée, comme les tuniques rouges britanniques. Une colonne pouvait être rapidement fermée pour se protéger de la cavalerie, ou si le temps le permettait, pouvait former un carré. Avec des baïonnettes au canon, le bataillon formait une défense tous azimuts, qui ressemblait souvent davantage à un rectangle. La cavalerie ennemie pouvait encercler le bataillon, mais pas le percer, car les chevaux ne chargeaient pas un solide mur d'hommes et d'acier. Mais un carré d'infanterie était extrêmement vulnérable aux tirs d'artillerie et ne pouvait se déplacer que très lentement. Passer rapidement et sans à-coups d'une formation à une autre, surtout sous le feu, exigeait de l'entraînement, de la pratique et de l'expérience. En 1809, l'armée autrichienne commença à utiliser la formation de masse de bataillons, rudimentaire mais plus adaptée aux conscrits formés à la hâte. Il s'agissait d'une colonne dense, avec une puissance de feu limitée et une grande vulnérabilité aux canons ennemis. Mais elle pouvait rapidement se rapprocher et repousser la cavalerie en utilisant le même principe que le carré, mais sans l'exercice complexe, et était beaucoup plus manœuvrable. Napoléon, averti par ses espions que l'Autriche se préparait à la guerre, quitta l'Espagne et se précipita vers Paris, où il arriva le 24 janvier 1809. L'armée française en Allemagne, commandée par le maréchal Berthier, avait besoin de renforts urgents. Napoléon fit donc venir des unités d'Espagne, appela de jeunes conscrits et des soldats de ses alliés allemands de la Confédération du Rhin. La Grande Armée n'était plus l'instrument bien rodé de 1805. Mais avec Napoléon à sa tête, elle restait une force redoutable. L'archiduc Charles ordonna des attaques de diversion en Pologne et dans le nord de l'Italie, mais lança sa principale attaque contre l'allié de la France, la Bavière, le 10 avril. Elle survint une semaine plus tôt que prévu par Napoléon et prit l'empereur français par surprise. Charles comptait sur une avance rapide, mais un changement de plan de dernière minute, des pluies torrentielles et un train de bagages lent ralentirent considérablement la progression. Le maréchal Berthier était un brillant chef d'état-major de Napoléon, mais un commandant de terrain indécis. Ses forces étaient trop dispersées, et le 3e corps du maréchal Davout était dangereusement isolé à Ratisbonne. Charles ordonna à son corps de converger et de le détruire. Mais le 17 avril, Napoléon arriva à Donauwörth pour prendre le commandement. Il ordonna immédiatement à Davout de se retirer de sa position exposée. Il était trop tard pour qu'il puisse s'échapper sans combattre. Le 3e corps de Davout était l'un des meilleurs de la Grande Armée. Et au cours d'une bataille rapide à travers des collines boisées, les héros d'Auerstedt repoussèrent les Autrichiens, et ce malgré l'héroïsme du général-major Liechtenstein, grièvement blessé, menant ses troupes en avant. Le 3e corps échappa à l'encerclement. La bataille de Teugn-Hausen marqua le début de la soi-disant campagne des 4 jours de Napoléon. Il utilisa d'abord le 7e corps bavarois du général Lefebvre, ainsi qu'un corps provisoire sous le commandement du maréchal Lannes, pour enfoncer un coin dans l'armée autrichienne. Puis, il poursuivit son aile gauche vers Landshut, croyant suivre l'armée autrichienne principale. Les troupes françaises et leurs alliés allemands prirent d'assaut le pont de la ville et remportèrent une victoire durement gagnée. Mais Napoléon se rendit compte que l'archiduc Charles n'était pas à Landshut et qu'une fois de plus, il avait laissé le maréchal Davout affronter la principale force ennemie. Envoyant le maréchal Bessières à la poursuite de l'aile gauche autrichienne, Napoléon se dirigea vers le nord et tomba sur le 4e corps autrichien à Eckmühl. Les Français et leurs alliés allemands remportèrent 4 victoires en 4 jours. Mais la force principale de Charles était toujours intacte, et espérant la conserver, il ordonna une retraite rapide à travers le Danube. Les Français poursuivirent et prirent d'assaut la ville fortifiée de Ratisbonne
et son pont de pierre vital. Napoléon confia l'assaut au maréchal Lannes. Lorsque l'attaque échoua, Lannes menaça de mener lui-même la charge suivante, et ses hommes, convenablement réprimandés, prirent la ville. Pendant le siège, Napoléon fut touché au pied par une balle perdue, ce qui suscita l'inquiétude générale, mais il s'avéra qu'il s'agissait d'une blessure superficielle. La résistance obstinée des Autrichiens avait permis à l'archiduc Charles et à son armée de s'échapper en traversant le Danube. Napoléon avait coupé l'armée autrichienne en deux, mais les deux sections se retirèrent alors en bon ordre vers Vienne. Napoléon mena ses forces à la poursuite, détachant le corps bavarois de Lefebvre pour faire face à une révolte populaire au Tyrol. Le 3e ainsi que le 8e corps wurtembergois permit de garder sa ligne de communication. Charles choisit de ne pas défendre la capitale, qui capitula le 13 mai après un bref bombardement. Au lieu de cela, Charles et l'armée autrichienne se mirent en embuscade de l'autre côté du Danube. Napoléon n'avait plus que 80 000 hommes, face à 110 000 Autrichiens. L'armée de Charles s'était battue vaillamment et efficacement tout au long de la campagne, mais Napoléon avait toujours une piètre opinion des troupes autrichiennes et décida d'attaquer. Dans la nuit du 20 mai, les ingénieurs français construisirent à la hâte une série de ponts flottants entre les îles fluviales du Danube. Et les troupes françaises commencèrent à traverser. À midi le lendemain, Napoléon avait fait traverser le fleuve à la majeure partie du 4e corps de Masséna et à sa cavalerie, environ 24 000 hommes et 40 canons, tenant les villages d'Aspern et d'Essling. Napoléon s'attendait à ce que les Autrichiens se retirent une fois de plus et qu'ils n'auraient qu'à se battre contre une arrière-garde. Mais des rapports arrivèrent bientôt, selon lesquels toute l'armée autrichienne avançait contre lui, en 5 colonnes d'attaque, 90 000 hommes et 300 canons. La situation s'aggrava encore. Les Autrichiens commencèrent à faire flotter de lourdes barges et des obstacles sur la rivière afin de briser le fragile pont français. À chaque fois, la seule voie d'approvisionnement de Napoléon était coupée pendant plusieurs heures, ce qui entraînait des retards critiques dans l'arrivée des renforts et des munitions. La bataille commença vers 14h45, lorsque l'infanterie de la première colonne autrichienne attaqua Aspern. Le village fut bientôt attaqué de 3 côtés. La garnison française du général Molitor s'accrocha désespérément, se battant au corps à corps dans les rues et subissant 50% de pertes. Pour soutenir les défenseurs d'Aspern, Napoléon ordonna à la cavalerie de charger la 3e colonne autrichienne. Mais malheureusement, elle ne put la percer, enfermée dans sa formation de masse de bataillons. À 18h, l'archiduc Charles ordonna à la 2e colonne du général Bellegarde de prendre Aspern à tout prix. Charles lui-même chevauchait parmi les premiers rangs, poussant les hommes à avancer. Après des combats féroces, les Autrichiens prirent le village. Napoléon envoya immédiatement des renforts pour reprendre la ville. À peu près au même moment, la 4e colonne autrichienne lança son attaque sur le village d'Essling, que défend le maréchal Lannes, en attendant que son propre corps traverse le Danube. Le premier assaut autrichien est repoussé. Le commandant de la cavalerie française, le général d'Espagne, mena ses cuirassés dans une poursuite féroce, mais est frappé par la mitraille et meurt de ses blessures. Vers 21h, la 5e colonne autrichienne arriva enfin en position et lança sa première attaque contre Essling, qui est repoussée par les troupes de Lannes. À la tombée de la nuit, les tirs cessèrent sur le champ de bataille et les hommes se reposèrent autant qu'ils le pouvaient
parmi les morts et les blessés. Pendant la nuit, le 2e corps et la garde impériale traversèrent le Danube pour renforcer l'armée de Napoléon, qui comptait alors 71 000 hommes et 150 canons. Mais le pont céda à nouveau, laissant le 3e corps de Davout toujours isolé du mauvais côté de la rivière. Napoléon décida néanmoins d'attaquer, utilisant le 2e corps pour briser le centre autrichien. Mais pour cela, il fallait d'abord reprendre Asperne. De violents combats éclatèrent dans le village avant l'aube. À 7 heures du matin, le village était de nouveau aux mains des Français. À Essling, de nouvelles attaques autrichiennes furent repoussées par la cavalerie du général Lassalle et des unités de la Jeune Garde. Les 2 flancs étant sécurisés, Napoléon lança son attaque principale au centre avec le 2e corps de Lannes. Les canons autrichiens crachèrent leur feu sur les rangs français qui avançaient. Le général Saint-Hilaire, qui menait l'attaque, un héros d'Austerlitz et de Iéna, eut le pied arraché, une blessure qui s'avéra mortelle. L'archiduc Charles envoya sa réserve de grenadiers en avant pour renforcer la ligne. L'infanterie française, sous un feu torrentiel, commença à reculer. À ce moment critique, le pont français sur le Danube fut à nouveau rompu, interrompant le flux vital de renforts et de munitions pour l'armée de Napoléon. À 14 heures, les Français avaient été chassés d'Asperne une fois de plus. De violents combats continuèrent à Essling, qui fut brièvement capturé par les Autrichiens, puis repris par la Jeune Garde. Napoléon savait que son armée ne pouvait plus rien faire. À 16 heures, il ordonna à sa cavalerie épuisée de lancer une dernière charge pour écarter l'ennemi, puis donna l'ordre de se retirer. L'archiduc Charles, dont la propre armée avait subi d'énormes pertes et manquait de munitions, se contenta de regarder les Français se retirer vers l'île de Lobau. Dans les derniers instants de la bataille, le maréchal Lannes, l'un des meilleurs commandants et ami le plus proche de Napoléon, fut touché par un boulet de canon qui lui brisa les 2 jambes. Il mourut de ses blessures une semaine plus tard. Ce fut un coup dur pour l'empereur. La bataille d'Asperne-Essling, qui dura 2 jours, fut la première défaite majeure de Napoléon, causée par son excès de confiance et sa planification hâtive. Les 2 camps subirent de lourdes pertes, et Napoléon évita un désastre bien plus grand, uniquement grâce à l'épuisement de l'armée autrichienne. L'empereur français avait appris à respecter les Autrichiens. Sous le commandement de l'archiduc Charles, ils avaient combattu avec courage, plus de confiance et d'organisation, et un commandement nettement meilleur qu'avant. Quelques jours après sa défaite, Napoléon convoqua des renforts pour le rejoindre sur le Danube et se mit à préparer sa revanche. Merci à History Marche pour avoir créé la carte de la bataille. N'hésitez pas à visiter sa chaîne YouTube pour plus de vidéos sur l'histoire militaire. Et un grand merci à tous nos supporters Patreon pour avoir rendu cette série possible. Découvrez comment vous aussi pouvez apparaître dans le générique, obtenir un accès anticipé et voter pour les futurs sujets sur la page Patreon d'Histoire Épique.